Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 10 minutes et sur des questions qui touchent la vie des Congolais. Et donc, c'est des questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et aussi au social. Mais tout d'abord, pourquoi vous briguez la magistrature suprême de ce pays? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à toutes les Congolaises et à tous les Congolais à ce moment historique de la marche de notre pays. Je brigue la magistrature suprême parce que je suis porté d'une vision. Une vision de changement. J'ai observé notre pays à travers l'histoire et puis moi-même à travers la gestion du pays. J'ai compris que ce pays, c'est un grand pays. Un pays qui a vocation d'être la locomotive en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Un pays qui doit donner tout à son peuple parce qu'il en a tous les atouts naturels. Et cette vision, c'est une vision qui est basée sur des atouts que vous pouvez vérifier. Le Congo, c'est un pays qui a 2 345 000 km². Déjà, l'étendue, c'est une richesse. 9 voisins, c'est une autre richesse, puisque à ce moment-là, sur le plan géostratégique, nous sommes une puissance en devenir. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes au même niveau que la Somalie et nous sommes presque à la queue. Le Congo, donc, c'est tout cela et nous voulons rendre cela possible. C'est un rêve que je caresse moi-même et ce rêve-là va devenir réalité. Comme vous le savez, la RDC elle est très mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport aux autres pays. Et demain, si vous êtes élu, comment allez-vous corriger cette situation? D'abord, en ce qui concerne la vision, il fallait terminer par dire que nos ressources naturelles vont nous donner les moyens de notre politique. La forêt, l'eau, l'énergie propre et renouvelable et non polluante, la terre qui est la première richesse d'ailleurs du Congo, 120 millions d'hectares de terre, c'est de quoi produire pour des milliards d'individus. Mais nous avons aussi les minerais que nous exploitons très mal. Et c'est du pillage systématique. Le peuple congolais n'a que d'érosion derrière lui, si pas de viol ou du sang qui coule à cause de nos minéraux. Maintenant, pour aborder la question de la bonne gouvernance, il faut mettre fin à l'impunité. Mais avant de parler de la fin de l'impunité, il faut d'abord construire l'État. Il n'y a plus d'État au Congo. L'État au Congo est devenu oppresseur du peuple congolais et de tous ceux qui veulent faire des affaires au Congo. Donc nous devons d'abord sécuriser et le peuple et ceux qui veulent venir vivre chez nous, qui veulent venir faire les affaires chez nous. Et donc je commencerai par l'armée. On ne peut pas donner une arme à quelqu'un qui ne mange pas et qui a des problèmes lui-même dans sa maison. Cette personne devient très dangereuse pour la population. Donc le militaire, nous devons penser au social du militaire. Là, vous abordez la question sur la sécurité, on va y revenir bientôt. Mais moi je vous parle d'abord... Par rapport encore à la bonne gouvernance, alors quels sont les moyens pour lutter effectivement contre la corruption et les autres fléaux? Non, moi je voudrais que vous suiviez mon plan, puisque moi je ne peux pas aborder la bonne gouvernance s'il n'y a pas d'État dans un pays. Donc il n'y a pas question de parler de bonne gouvernance si vous n'avez pas encore construit l'État. C'est pourquoi je vous dis, la priorité des priorités, c'est d'abord l'armée. Le soldat doit être débarrassé des cauchemars et des soucis du vécu quotidien, et même pour ses épanouissements et pour sa famille. Nous devons considérer que le métier du soldat, c'est un métier noble sous le drapeau. Et ce métier doit être bien traité pour qu'il ne soit pas un danger pour la population. Les policiers, la même chose. Nous pouvions développer tout cela, mais nous disons un pays sans justice. Si l'appareil judiciaire est malade, là, quand moi je vais accéder au pouvoir, il y aura des mesures d'ordre institutionnel pour installer effectivement la Cour constitutionnelle et les autres juridictions de 3 ordres. Et nous disons, le magistrat, le juge, ils vont travailler dans de bonnes conditions, tous ceux qui sont du secteur judiciaire. Mais en même temps, nous allons réhabiliter réellement le Conseil supérieur de la magistrature. Pour que ce Conseil supérieur de la magistrature se charge de sanctionner tous les magistrats et juges qui vont contrevenir à la loi. Parce que nous voulons une justice la même pour tout le monde. Mais nous disons l'administration, les fonctionnaires. Comment voulez-vous parler de la bonne gouvernance si vous n'avez pas de l'administration dans votre pays? Et maintenant, je peux aborder la question de la bonne gouvernance. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut sanctionner, il n'y a pas d'autre secret. Quand l'appareil de l'État est solide et dissuasif, tout le monde va rentrer dans les rangs. Et nous commençons par prêcher par l'exemple. C'est comme ça que notre campagne, vous avez vu, nous commençons par des quartiers de pauvres, parce que nous ne serons pas ce président de la République qui va planer dans les nuages. Nous allons vivre les réalités du peuple congolais pour changer ce qui ne va pas. Et la corruption
c'est un mal qui ronge notre pays. L'impunité, c'est un mal qui ronge notre pays. Tout cela, nous allons mettre fin à tout cela. Tout à fait. Parlons à présent de la sécurité. Comme vous le savez, il y a encore beaucoup de milices à l'est du pays, beaucoup de groupes armés qui sévissent donc dans cette région de l'est du pays. Comment allez-vous faire pour mettre fin à tous ces problèmes d'insécurité à l'est du pays? Non, il ne faut pas seulement parler de l'est du pays. À l'est du pays, le problème est plus grave qu'ailleurs. Mais le problème de la sécurité concerne l'ensemble du pays. À l'est du pays, j'ai tout un plan de sortie de crise, pas seulement pour l'est du pays, mais parce que je considère que le problème que connaît aujourd'hui l'est de la République démocratique du Congo, certains ont leurs racines en dehors du territoire congolais. Et moi, j'ai un plan pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ce plan a un volet politique, volet diplomatique, volet économique, c'est-à-dire la traçabilité des matières premières qui constitue aussi un moyen de pérennisation de la violence à l'est du Congo. Mais nous considérons aussi qu'il faut la coopération régionale entre pays des Grands Lacs pour que finalement les velléités bellicistes qui doivent nous ramener à la guerre disparaissent pour toujours. Nous voulons la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix au Congo, la paix au Burundi, la paix au Congo, pas seulement la paix de l'autre côté de la frontière de la RDC. Et nous disons, il y a aussi des mesures d'autres développement. Tous ces jeunes gens que vous démobilisez de l'armée, mais qui n'ont rien à faire après, mais ils retournent dans la cité pour causer la violence. Nous allons combattre tout cela et nous disons, l'aspect militaire ne doit pas être occulté. À ce moment-là, il faudra une brigade ou plusieurs brigades de forces étrangères ou régionales, pas les forces congolaises, pas les forces rwandaises, pas les forces ougandaises, puisqu'elles risquent d'être jugées parties. Nous voulons un modèle du genre Artemis, défini dans le temps et dans l'espace. Quelques pays de la région. De la région, et puis ça sera sur base d'une négociation entre pays qui sont concernés. Et cela va sécuriser tout le monde. Mais nous disons, il y a cette jeunesse congolaise qui a abandonné à elle-même la jeunesse désœuvrée. Le phénomène Kuluna, le phénomène Chege, le phénomène Maïbobo. Mais ces jeunes gens, c'est l'absence seulement de volonté politique. Moi, quand j'expose à faire, ces jeunes gens, je vais les mettre dans les centres où je vais les former à des métiers, et nous aurons des brigades agricoles de jeunes, des brigades d'électriciens, des brigades de mécaniciens, et pourront gagner 100 $ à la fin du mois. Ils ne seront plus des bandits pour la société. Vital Kamerhe, l'État court vite. Vous avez évoqué tout à l'heure des potentialités économiques de ce pays, des potentialités forestières, mais malheureusement le pays où une grande partie de cette population reste toujours pauvre. Très rapidement, comment vous allez faire pour que effectivement cela change? L'autre question, c'est sur le plan social. Quel est votre plan par rapport aux problèmes de santé dans ce pays? Et enfin, c'est aussi la question sur l'éducation, l'enseignement de jeunes Congolais. Quel est votre plan pour remettre ces trois secteurs en marche? Bon, je crois que vous allez décompter d'abord les minutes que je vais les consommer, parce que c'est moi qui dois présenter le programme, mais vous le présentez à ma place, parce que moi je vous avais dit, et j'allais le dire, que les deux piliers de mon programme, c'est d'abord les femmes et les jeunes. Les femmes, nous ne devons plus parler des violences faites à la femme dans ce pays. Et c'est pourquoi j'ai été le premier à signer la déclaration d'Indiaï quand Abir Chasson est arrivé ici. Et j'ai dit, les femmes, c'est elles qui se réveillent à 4 h du matin pendant que nous dormons. La population congolaise dépend à 70% de la femme. Mais cette femme, elle est une femme paysanne, elle est dans la ville, elle vend du pain ou elle travaille dans le champ. Mais si nous voulons changer le vécu du quotidien, nous devons toucher l'agriculture, encadrer ces femmes paysannes, encadrer les paysans eux-mêmes, en termes de coopératives, les assister pour qu'ils deviennent performants. Et l'État doit créer les conditions de l'accroissement de la production agricole en construisant des infrastructures de base, routes, chemins de fer et consoles pour l'évacuation des produits. Mais les jeunes, ça touche inévitablement à l'éducation des jeunes. L'enseignement primaire sera effectivement gratuit. Ça ne sera pas un slogan et nous allons nous charger de l'enseignant aussi, puisqu'il faut parler seulement de l'enseignement, il faut parler de l'enseignant, mais secondaire et universitaire. Et à ce niveau-là, nous allons remettre la bourse d'études des étudiants. Mais l'étudiant qui aura 60%, puisqu'il faut que ça soit mérité. Et nous allons faire en sorte que le professeur d'université, non seulement qu'on parle de 2000 $, mais il faut lui donner aussi des avantages sociaux et créer un cadre de la santé. Nous n'allons pas inventer la roue. Dans ces pays, nous avons connu ce qu'on avait appelé la carte d'ayant droit. Avec votre salaire que nous allons augmenter, parce que nous allons effectivement payer Mboudi. Vous allez avoir à cotiser et vous aurez une carte. Vous n'aurez qu'à vous présenter à l'hôpital, vous êtes soigné. Mais on ne peut pas oublier le transport. Chaque jour, nous vivons un phénomène ici, on voit des marées humaines se déplacer. Nous allons créer des sociétés de transport dans toutes les villes du pays. Et puis, il y aura des transports entre les provinces. Monsieur Vital Kamerhe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour le temps que vous m'avez donné. Merci.